Coucou tout le monde, et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, comme tous les ans depuis maintenant peut-être 4 ans je crois, le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, parce qu'on est en septembre, donc ça y est, enfin on est censé, en tout cas on est censé sentir l'automne qui approche. Et donc c'est ouvrir la porte à tout ce qui est lecture d'automne, ambiance d'automne, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas le challenge, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la vidéo d'origine de Terrier de Guimauze dans les notes. Et comme ça, vous pourrez aller voir en quoi ça consiste. Voilà. Alors, comme c'est un challenge, il y a bien entendu certaines catégories à remplir. Le challenge est composé de 3 menus principaux avec 4 sous-catégories. Donc cette année, il y a 3 menus seulement, puisque certaines années, il y en avait 4. Et donc, je vais vous expliquer ce que je me suis prévu comme lecture. Alors, je tiens juste à préciser que, autant je suis contente de démarrer ce challenge, il faut avouer que ici il fait toujours 30 degrés, ça fait plus de 3 mois non-stop, que ça ne change toujours pas même si on est en septembre, et que je n'aurais jamais cru qu'un jour je regarderais les températures en France et même à Madrid et d'être jalouse. Voilà. Parce que non seulement vous avez de meilleures températures, mais en plus la nuit il fait bon. Et franchement, vous ne savez pas à quel point je vous envie. Bref, tout ça pour dire que psychologiquement, j'essaye vraiment de me mettre dans l'ambiance automnale. Mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc du coup, j'ai sorti mon attirail, mes petites oreilles et tout le tralala, pour avoir l'impression d'être un renard dans la forêt, dans la fraîcheur, et peut-être m'imaginer que je profite un tout petit peu du début de l'automne. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on va commencer les menus. Comme d'habitude avec moi, vous savez que on fait dans la variété, il y a tout et n'importe quoi, que c'est essentiellement une pioche à lire, parce que même si je ne l'ai pas trop blindé cette année, je peux changer d'avis. Il y a des années où j'ai lu à peu près ce que j'avais prévu, d'autres où j'ai complètement changé la liste, donc on ne sait jamais, voilà, mais c'est ce qui m'a inspiré quand j'ai vu les menus. Voilà, il y a pas mal de choses dont je n'ai jamais parlé, il me semble, sur la chaîne. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier menu qui est un menu que l'on a chaque année. Il s'agit d'automne frissonnant. Donc mon menu préféré dans lequel je case toujours un max de trucs. Voilà. Dans ce menu automne frissonnant, la première sous-catégorie est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. J'avoue que cette année, j'ai pas fait attention à l'inspiration et c'est que je devais pas en connaître des masses en fait. Du coup, je vous invite à aller voir sa vidéo parce que je ne sais plus du tout à quoi ça se réfère. Comme mots-clés pour choisir les livres, nous avons Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Je ne sais pas trop ce que l'insecte vient faire là. Je n'ai rien trouvé avec des insectes. Voilà. Et du coup, j'ai choisi un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit de Malpertuis de Jean Ray. Jean Ray qui apparemment est un auteur fantastique très connu puisque j'ai toujours vu ses livres passer et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais lu. Et pourtant, voilà, comme je vous dis, ça fait un moment que j'en ai dans ma palle. Enfin, je crois que j'ai que Malpertuis, mais je m'étais déjà prévu dans des achats futurs d'autres livres de cet auteur et puis finalement, j'ai toujours pas lu. Voilà. Jean Ray, je pense qu'au début, en fait, son nom m'a intriguée parce qu'il me fait beaucoup penser au nom d'un photographe qui me semblait Man Ray. Et du coup, comme je les confonds, c'est vrai que du coup, je sais plus trop qui est qui. Donc, il me semble que Jean Ray, c'est l'auteur et Man Ray, c'est le photographe. Et Malpertuis, en réalité, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que il est toujours catégorisé dans la section fantôme, maison hantée, que les 2-3 couvertures du livre que j'ai vues à répétition sont souvent des images de ruines archéologiques. Alors forcément, ça va m'intriguer. De ruines archéologiques et de maisons qui ressemblent à des labyrinthes. Voilà. Comme ça m'arrive régulièrement ces derniers temps, j'essaie de ne pas trop non plus me plonger dans la 4e de couverture parce que je ne veux pas trop en savoir. Il y a aussi des 4e de couverture qui ont tendance à un peu flinguer l'histoire. Donc, pour moi, ça me suffit. De toute façon, je l'ai dans mon... Pas dans ma palle, j'ai dans mon... j'ai dans ma liseuse, voilà. Donc, ça veut dire, je l'ai acheté, il va falloir que je lise un jour. Voilà. Donc, je pense que c'est une raison suffisante. Et puis, à cause des mots-clés, je pense que ça colle à la catégorie. Excusez-moi, oui parce qu'il fait chaud alors entre là j'ai tout arrêté pour faire la vidéo pour pas avoir de bruit de fond, mais j'ai en général le ventilateur et la clim en même temps parce que c'est le seul moyen de respirer. Au boulot c'est pareil, du coup des fois j'ai la voix qui part un peu en chenouille, excusez-moi d'avance. Deuxième sous-menu, il s'agit de Fenêtres cassées,
porte ouverte pour horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Et là, en fait, j'hésite entre 2 livres, donc j'ai mis les 2. Alors par contre, je tiens à préciser que je ne vais pas mettre les couvertures. Pour la première fois, je ne vais pas mettre la couverture sur l'écran. Donc si vous voulez voir le titre du livre, si vous oubliez pendant que je parle, allez le voir dans la liste en notes. Alors pourquoi? Parce que cette année, j'ai décidé de découvrir un sous-genre de l'horreur que je n'ai pas encore essayé. Il s'agit du splatterpunk. Alors le splatterpunk, c'est un genre qui existe depuis les années 80 et qui est un genre, comme son nom l'indique, avec splatter, c'est-à-dire éclaboussure, qui est très gore. Voilà, donc apparemment, ce sont des catégories dans l'horreur où il n'y a absolument aucune limite. Donc ça veut dire que ça peut aller autant dans les sujets que dans le gore, que dans les descriptions. Ça peut aller très très loin. Au niveau des films, j'avoue que, pour avoir déjà vu des trucs hyper gore et tout, moi personnellement, quand c'est très gore mais qu'il n'y a pas d'histoire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand il y a une bonne histoire derrière, en fait, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que le gore ne me perturbe pas plus que ça. À part certains détails, comme tout le monde, on a des sensibilités sur certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça ne me perturbe pas. Mais par contre, quand il y a une bonne histoire derrière, je me régale, j'avoue. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils regardent du gore ou qu'ils ont tendance à ne se focaliser que sur les trucs dégueulasses, ce qui est un peu le but dans le sens où il y a aussi le choc pour le choc. Mais du coup, beaucoup de gens n'ont pas tendance à voir ce qu'il y a derrière, s'il y a réellement une histoire ou pas, parce qu'ils ne vont se focaliser que sur ces détails. Voilà. Je pense notamment à la saga Saw, qui a des films bons et moins bons, mais où personnellement moi j'adore cette saga, en tout cas les 7 que j'ai vus, et en fait très souvent les gens ne pensent que au gore, que c'est une série qui n'a que du gore, alors que je trouve que tous les sujets qui sont latents, les sujets qui sont sous-entendus et parfois ouvertement décrits, en fait sont hyper intéressants pour ouvrir à des discussions, et voilà. Donc, alors du coup j'en ai choisi 2 en particulier parce que ils sont très bien notés, même si on n'a pas tous les mêmes goûts, mais bon. Et surtout, justement, parce que beaucoup des commentaires de personnes qui ont tendance à lire ce type de littérature précisent bien qu'il y a beaucoup de thématiques intéressantes et bien exploitées dans le livre. Après, bon, c'est dégueulasse, mais quand on choisit ce genre, on sait sur quoi on tombe. Voilà. Donc... Du coup, je ne peux pas vraiment mettre les couvertures parce que le premier que j'ai choisi, c'est Blender Babies de John Hattan. Comme toujours, je regarde mes petites notes. Hein. Et comme le titre l'indique, en fait, la couverture est rouge avec un mixeur et un bébé dedans. Voilà. Donc apparemment, l'histoire est basée sur des histoires de cannibalisme, de gens qui se nourrissent de fœtus, mais aussi de toute une histoire derrière, en fait, puisque... Apparemment, c'est très basé sur les problèmes des réseaux sociaux et de ce que les gens sont capables de faire et à quel point ils sont capables d'aller loin à partir du moment où c'est quelque chose qui est tendance ou quelque chose qui est conseillé, surtout en ce qui concerne la beauté, les trends, les choses comme ça. Et donc là, je pense effectivement que cette thématique-là est prise à l'extrême. Voilà, alors à quel point le sujet sera développé, je vous expliquerai ça parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui lisent aussi de l'horreur, donc pourquoi pas. Et puis comme ça, je vous donnerai aussi le degré de supportabilité, on va dire, des éclaboussures. Et le deuxième que j'ai choisi, alors ne serait-ce que par rapport au titre, je risquais pas de mettre la couverture, il s'agit de Pedo Island Bloodbath, voilà. Alors qui apparemment est une île dans laquelle on enferme les criminels et dans lesquels il y a une créature qui est là pour leur faire des choses et s'en nourrir. Or, vu le titre, personnellement, ce que je vais dire est affreux, mais c'est aussi pour ça que certaines personnes comme moi aiment l'horreur. On a tous des raisons différentes de l'aimer, mais pour moi c'est vraiment le côté cathartique en fait. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut passer sa propre agressivité et ses propres peurs, et en fait ça permet complètement de les canaliser. Et vu le titre, j'espère que les criminels en question vont recevoir ce qu'ils méritent. Voilà, pour le dire de façon jolie et bien impactée. Voilà. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà essayé le splatterpunk, je suis curieuse parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, même dans les lecteurs d'horreur, justement à cause du côté extrême. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans la sous-catégorie suivante et il s'agit de, hop, que je déroule mon machin, le crâne qui parle. Avec gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Ici, je me suis mis un roman graphique que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Si c'est pas, vous l'avez tous lu sauf moi. Et il s'agit de Salem.
qui raconte l'histoire des sorcières de Salem et il me semble du procès aussi qui a eu lieu. J'ai déjà lu pas mal de livres autour de ça puisque j'avais lu la pièce de théâtre d'Arthur Miller dont je me rappelle plus le titre en français mais qui est The Crucible en anglais et bref, comme ça je vous mettrai les références. Désolée, des fois je me mélange avec les langues, vous savez, j'utilise plus le français tant que ça, donc des fois ça merdouille un peu. Et également j'avais lu moi Tabitha sorcière, Tituba, pas Tabitha. Je crois que je pense à ma sorcière bien aimée en même temps. Bref, je vais pas forcément m'étaler là-dessus. On parle des sorcières de Salem. La plupart du booktube l'a lu. Je dois être l'une des rares, l'une des dernières à être encore complètement à côté de la plaque. Et ben cette fois-ci je vais m'y mettre. Voilà. Et j'ai également choisi un recueil sur les zombies parce que il y a l'année dernière ou il y a 2 ans justement quand j'ai commencé à perdre un petit peu mon rythme de lecture, entre autres l'un des livres que j'avais en cours c'était un livre de zombies et je me suis rendu compte que je saturais un petit peu sur les zombies en fait. J'en ai un peu bouffé, enfin un peu beaucoup justement en livres, en BD, en séries, en films et du coup la thématique me gonflait un petit peu surtout parce que malheureusement depuis que le premier film de zombies est sorti et qu'il a posé les bases des zombies, en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui changent et je trouve que on se retrouve toujours un peu trop avec le même type d'histoire. Ce qui fait que même si les histoires peuvent être intéressantes à cause des problèmes qu'elles soulèvent, elles sont trop similaires. Et donc du coup je me suis dit, les zombies encore, mais en fait j'avais ce recueil également dans ma palle, enfin dans ma liseuse depuis belle lurette, mais c'est un recueil de nouvelles. Du coup, les nouvelles c'est court, je peux en lire juste 1 ou 2 si ça me pète, et puis si j'en ai marre, j'arrête, et puis si ça me plaît, je continue. Mais en sachant que ces nouvelles sont d'auteurs que je connais et apprécie, dont Stephen King, George Martin, il y a également Clive Barker, Joe Hill, Joe Lansdale qui a écrit Les Marécages, si vous l'avez pas lu, c'est un très très bon livre, pas d'horreur d'ailleurs. Alors Neil Gaiman, ça c'est un autre problème en ce moment, mais passons. Voilà, donc beaucoup d'auteurs en fait qui sont très connus, certains connus pour de l'horreur et d'autres pas du tout. Donc je pense que ça peut être très intéressant de voir de quelle façon ces auteurs peuvent développer soit une histoire d'horreur, soit au contraire une histoire de zombies, mais avec leur style. Alors dernière sous-catégorie pour automne frissonnant, il s'agit des pancakes pour 11, avec comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre, super pouvoir. Pour cette dernière sous-catégorie, j'ai choisi Poison City qui est un manga. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va en profiter aussi pour en mettre. Et Poison City, de ce dont je me rappelle, apparemment est un livre qui se passe avant les Jeux Olympiques de Tokyo et qui est en rapport avec tous les changements et toutes les interdictions qu'il y a eu à cette époque-là. Alors c'est un livre de science-fiction, mais c'est un petit peu une uchronie, c'est-à-dire comme si comme si les choses s'étaient passées différemment dans le passé. Et en fait, ça se penche surtout sur les problèmes de liberté de la presse et de l'hypocrisie de certaines règles de la société japonaise, de certains non-dits et entre autres donc tout ce qui tourne autour de la pornographie. Je pense moi essentiellement à ça puisqu'effectivement c'était quelque chose qui était très répandu, qu'on trouvait même dans les magasins à hauteur des enfants et que à cause des Jeux Olympiques de Tokyo, ils ont décidé de tout enlever, de tout cacher en fait pour que les étrangers qui viennent pour les Jeux Olympiques ne voient surtout pas ça parce que personne n'en avait rien à faire, même si les gens s'en plaignaient avant justement parce que ça se fait pas de mettre ça devant les yeux des enfants et complètement ouvert, bref. Mais en sachant que les étrangers n'aiment pas ça, forcément ils viennent, là il faut faire attention. Et apparemment l'auteur lui-même a été censuré à plusieurs reprises et en particulier à cette période-là par rapport à certaines thématiques qu'il voulait dénoncer. Et donc justement il développe un petit peu tout ça dans ce manga. Donc c'est un manga qui a l'air d'être futuriste et en même temps qui a l'air de taper dans pas mal de sujets de société qui sont problématiques au Japon jusqu'à aujourd'hui, qui sont très récents et qui continuent malheureusement de passer. Donc c'est un manga en plus qui est en 2 ou 3 tomes, 2 ou 3, je ne sais plus, mais bon, qui est assez court et donc du coup que je pourrais boucler assez facilement parce que en fait j'ai pas vraiment envie de me lancer dans une grosse saga parce que ça va me prendre 3 plombs de lire tous les tomes. Et puis en ce moment j'aime bien changer de thématique selon les périodes, comme d'habitude, mais en ce moment plus que d'habitude. Et donc forcément, je pense d'ailleurs que ça se reflète sur ma liste. Et donc du coup, je préfère que ça soit assez court, donc ça tombe plutôt bien.
Sinon, j'ai également choisi un autre roman de science-fiction. Il est un petit peu gros, alors on verra bien si je me lance dedans ou pas. Mais ça fait aussi un petit moment que je l'ai, en tout cas depuis la sortie, puisque je crois que je l'ai acheté dès la sortie. Et c'est Récursion de Blake Crouch, qui... oh, c'était un accent sacrément français, un Crouch. Oh mon Dieu, c'était affreux. Désolée. Donc de Blake Crouch. Désolée, le coup du français, ça m'a complètement arrêté. Bref, et qui en fait se passe dans un futur dans lequel il y a une vague de suicides qui semble être enclenchée par de faux souvenirs, puisqu'il y a une société en fait qui permet aux gens de créer de faux souvenirs, de fausses mémoires, mais qui apparemment les pousse au suicide. Voilà, alors je n'en sais pas beaucoup plus, mais moi tout ce qui est futuriste et qui est en rapport avec des souvenirs, des voyages dans le temps, des choses qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies, en fait des choses qui ont tendance à confondre les lignes entre la réalité et le mythe et ce qui se passe en fait dans la réalité du futur qui en fait n'existe pas. Enfin bref, vous me comprenez. Voilà, j'aime beaucoup plus ce type de science-fiction un petit peu qui ont des tendances à nous faire questionner également tout ce qui nous entoure là aujourd'hui, même si ce n'est pas ce qui se passe dans le roman, mais qui nous permet en fait de nous ouvrir l'esprit à des interrogations qu'on n'aurait pas forcément eues si on n'avait pas abordé ces thèmes. Et c'est vrai que du coup j'ai plus tendance à aimer ce type de science-fiction plutôt que la science-fiction qui développe tout ce qui est aventure intergalactique et des empires, des royaumes, etc. Ça ne veut pas dire que je les aime pas, puisque j'ai fini par aimer ça, mais je n'ai pas le même attrait pour ça. Voilà. Alors maintenant on passe au second menu avec Automne, douceur de vivre, et comme première sous-catégorie Take Care of Cinnamon Homes avec Automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Pour l'instant, je ne vous ai pas vraiment dit à quel mot-clé appartenait chaque roman que je vous ai proposé, parce que je pense que ça allait de soi, hein, donc j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Alors ici, par contre, je vais devoir détailler un petit peu plus, puisque j'ai choisi un recueil de nouvelles de Katherine Mansfield, La Garden Party. Alors Katherine Mansfield, qui est une autrice classique néo-zélandaise. En fait, c'est là que je suis allée passer mes vacances cet été, et comme je suis en train de le faire récemment, j'ai envie de découvrir la littérature locale. C'est apparemment une autrice qui a beaucoup influé en fait également sur les auteurs du début du XXe siècle, puisque entre autres, elle a été amie avec Virginia Woolf, avec d'autres auteurs en France, au Royaume-Uni. Elle a pas mal galvaudé en Europe. C'était une femme très très libre, une femme en fait qui voulait juste pouvoir faire ce qu'elle voulait, ce qui à l'époque forcément ne passait pas des masses, et y compris en Nouvelle-Zélande où les gens étaient quand même... C'était une époque, puis en plus dans ce type de colonie où on était encore un petit peu quelques dizaines d'années en arrière, c'était quelque chose qui passait pas forcément. Et pourtant c'est une femme qui a fait vraiment ce qu'elle voulait et qui a apparemment écrit de très très belles histoires. Alors pour être honnête, j'ai déjà commencé ce recueil avec la première nouvelle qui se passe en bord de mer en Nouvelle-Zélande. La plupart de ces histoires se passent en Nouvelle-Zélande, ce que je voulais justement. Et alors pour l'instant c'est assez descriptif, c'est très très intéressant, c'est très beau, c'est très bien écrit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions sur l'atmosphère, le paysage, mais aussi les gens, chaque personnalité, Donc pour l'instant, je suis très intriguée, même s'il ne se passe rien. Et puis, bien entendu, je vous en parlerai quand j'aurai au moins fini la première nouvelle. J'espère quand même en lire un petit peu plus. Mais pour l'instant, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir. Voilà, d'autant plus que c'est une autrice dont je ne m'étais pas rendu compte que... Mais je crois que j'avais déjà entendu son nom. Mais en fait, c'est vrai que je ne savais pas qu'elle était néo-zélandaise et je ne connaissais pas son influence. Voilà, donc très intéressant pour ma part. Et j'ai considéré qu'elle pouvait aller avec famille, foyer, cosy. Voilà. Puisqu'on croise quand même pas mal de familles, mais des familles entières, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai également choisi un manga que j'ai aussi depuis un moment dans ma liseuse, mais que j'ai en japonais, donc celui-là, ça va être long, voilà. Et il s'agit du premier volume de Gannibal. Gannibal, je sais que c'est un manga d'horreur qui se passe dans un village où les gens sont cannibales. Il y a eu pas mal de cannibalisme cette année, je m'en étais pas rendu compte. Et donc bien sûr, je l'ai choisi pour que ça colle au mot-clé gourmandise. Voilà, il me semble que l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais déjà mis des trucs de cannibales dans gourmandise. Voilà, écoutez, c'est de la bouffe, hein. Alors, deuxième sous-catégorie, il s'agit de la délicieuse malaventure de Sadima, avec conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre.
Et pour ça, j'ai choisi un autre auteur néo-zélandais qui a écrit The Whale Rider et il s'agit de Witi Ihimaera. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc voilà, hein, je prononce en fait comme je lis. Et c'est ce que j'ai cru comprendre de toute façon quand j'étais là-bas, hein. Apparemment on prononce toutes les lettres. Alors celui-là, j'en suis à peu près à la moitié, donc je l'ai déjà aussi démarré. J'ai le droit de mettre des lectures en cours puisque je vais les finir pendant le pumpkin. Et sincèrement, je suis en train de me régaler. Je trouve que c'est une histoire qui est extrêmement belle. C'est un mélange entre des contes maoris, l'histoire des Maoris en Nouvelle-Zélande et une histoire de société actuelle. Voilà, puisqu'en fait, tout est un petit peu mélangé. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de fantastique et de réalité. Et par rapport aux croyances des gens et d'une petite fille qui vraisemblablement a une relation assez mystique vis-à-vis de la mer et en particulier des baleines, et ce depuis qu'elle est née. Voilà. Puisqu'elle a l'air de comprendre et d'entendre en fait toutes les histoires autour de la mer et tout. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer et je pense que je pourrais vous l'expliquer un petit peu mieux peut-être quand j'aurai terminé. Mais sincèrement, pour l'instant, j'adore. Voilà, j'adore. Il y a un côté très très poétique, surtout dans les passages mythiques en fait, où on ne sait pas bien si ce sont des choses qui se passent dans la tête de la petite fille, ce sont des choses qui se sont passées il y a bien longtemps, avant que les humains n'arrivent en Nouvelle-Zélande. Et puisque les Maoris sont arrivés il y a 800 ans, il me semble, ça a été quand même colonisé assez tard, même par rapport aux autres îles du Pacifique. Ou si ça se passe en fait dans la tête des animaux, si c'est ce que les animaux voient. Enfin bref, voilà, c'est un mélange qui est très... Il y a un côté très onirique, très éthéré. Et à côté de ça, il y a effectivement des épisodes de la vie de tous les jours qui sont très modernes et très... mais le mélange fonctionne bien. Voilà. Franchement, moi pour l'instant, ça, je pense que ça va être une de mes très très bonnes lectures de l'année. Et on verra bien si ça évolue. Voilà. Alors hop, on déroule toujours le petit machin. Sous-catégorie suivante, il s'agit de Cat. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Avec comme mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et là, j'ai choisi le mot aventure avec un livre qui m'a été conseillé par Mladoria, qui a une chaîne Booktube également, dont je vous mettrai le lien. Et qui, même si elle n'est pas réactualisée depuis quelques temps, mais elle a pas mal de vidéos très intéressantes justement sur des lectures aussi assez originales et également d'autres pays du monde, etc. Donc je vous invite à aller regarder. Et donc il s'agit du Déchronologue, mais qui est trop petit ici pour que je les voie. Et donc je vous écrirai l'auteur dans les notes parce que là j'y vois rien, clairement. Mais j'avoue que j'ai juste lu un tout petit peu le résumé qui parlait d'histoire de piraterie. Apparemment, il s'agit d'aventures dans l'océan. Mais il semblerait que l'arme avec laquelle ils se défendent, c'est le temps. Voilà, puisqu'apparemment, ils peuvent lancer du temps. J'ai arrêté de lire le résumé à cette partie-là. Je me suis dit, ça a l'air original, ça a l'air sympa. Ici, on crève encore de chaud, donc des aventures de pirates, ça me permet de faire la transition entre l'été et l'automne, parce que si j'ai bien compris, jusqu'à octobre, on va avoir chaud. Et voilà, et du coup, j'avoue que ça m'a vachement intriguée. Et ensuite, dernière sous-catégorie, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe, satire. Un autre conseil de Mladoria avec Reflet d'acide, qui est une bande dessinée française, il me semble, et qui est une bande dessinée de fantasy, histoire médiévale, apparemment très humoristique, avec beaucoup de satire, donc ça colle avec le mot-clé satire. Je ne connais absolument pas, et je crois que je n'en ai jamais entendu parler, à part quand elle me l'a conseillé, très récemment en plus. Donc bah, c'est une BD, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, ça va se lire vite. Et apparemment il y a un certain nombre de tomes, donc si en plus c'est drôle, ça va pas me faire de mal, voilà. Alors pour cette même sous-catégorie, j'ai également choisi un livre d'Aki Shimazaki. Il s'agit de Hamaguri, qui est le deuxième volume de la saga Le poids des secrets, qui est une pentalogie. En fait, Aki Shimazaki écrit souvent des pentalogies, c'est-à-dire des sagas en 5 volumes, mais qui sont souvent très très petits, donc ça se lit vite. Et le premier volume, Tsubaki, qui veut dire camélia, en japonais, en fait, je l'avais choisi parce que je suis allée à Nagasaki il y a quelques temps, pour la première fois. Je ne connaissais pas du tout cette région du Japon. Et en fait, je savais que le camélia, c'était une fleur vraiment très traditionnelle de Nagasaki. Et comme je voulais faire des lectures locales, encore une fois, j'en ai choisi certaines qui se passaient à Nagasaki. Et ensuite, j'ai vu celui-là, j'ai dit, bah, puisque les camélias, c'est la fleur locale, je vais prendre celui-là. Si ça se passe pas à Nagasaki, on s'en fout.
Sauf que, en fait, ça se passe complètement à Nagasaki, donc j'imagine que le titre de Tsubaki n'était pas choisi au hasard. Et en fait, dans cette histoire, on se retrouve dans une famille dont la grand-mère, en fait, cache un très très lourd secret de son passé pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où la bombe atomique est tombée sur Nagasaki. Donc on est vraiment dans la thématique Nagasaki et bombe atomique. Donc comme quoi j'ai vraiment choisi sans savoir une thématique très importante par rapport à la région. Et en fait c'était très intéressant parce que l'histoire de famille était très intrigante. Cette femme avec son fils qui découvre les secrets de la grand-mère pour la première fois, puisque la grand-mère n'a jamais voulu parler de cette période à la maison. Mais la grand-mère, en fait, elle sent que sa vie s'en va, elle sent que ce sont ses derniers instants et elle veut en fait s'enlever d'un poids, d'où sans doute le titre de la pentalogie qui est le poids des secrets. Et donc elle va raconter toutes ces histoires et cette mère et son fils, la mère en particulier, vont découvrir en fait certains secrets auxquels ils ne s'attendaient absolument pas et bien sûr que je ne peux pas vous dire ici. Et cette histoire, j'avoue que j'ai été vraiment très prise dedans, très surprise aussi parce qu'il y avait des choses auxquelles je m'attendais, d'autres pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé le côté historique en fait où la grand-mère raconte en fait son histoire personnelle. Ça va être un petit peu difficile à expliquer sans trop en donner, mais elle raconte son histoire personnelle et en même temps elle a un certain recul sur les événements historiques qui permettent aussi de donner en fait l'opinion que pouvait avoir un japonais local à l'époque, que ce soit vis-à-vis de son gouvernement, vis-à-vis des Américains, autant les opinions extrêmes que elle, par exemple, qui, avec cause de ses histoires de famille, au final, était très détachée de toutes ces histoires-là et qui le voyait un petit peu comme dans une bulle à part de sa vie et de choses qu'on doit subir malheureusement quand on est en temps de guerre. Et j'ai trouvé justement ces points de vue assez intéressants. J'avoue que quand j'ai fermé le livre, mon premier réflexe a été de dire « Mais non, mais je veux en savoir plus !» Et en fait, parce que je sais qu'elle a d'autres pentalogies en fait où les histoires ne sont pas forcément liées. Et le deuxième volume en fait c'est la même histoire racontée par un autre personnage important qu'on découvre pendant la première histoire. Voilà, pour avoir son point de vue et voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc forcément j'ai super envie de le lire. Le premier volume je l'ai j'ai torché dans le bateau en 1h30, 2 heures. Enfin c'était vraiment vite fait, j'étais à fond dedans, vraiment je l'ai adoré. Et je voulais absolument lire la suite, donc voilà, ce sont des livres qui font 120 pages, je crois, à tout casser. Forcément, j'ai pas les livres physiques, je peux pas vous dire, mais voilà, mais sincèrement. Alors, dernier menu avec Automne crépusculaire. Et première sous-catégorie, il s'agit du règne des phalènes avec âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Ça fait beaucoup. Alors ici aussi j'ai décidé de mettre un manga, pareil que j'ai depuis un moment en fait dans ma liseuse. Et j'ai pas, en fait je sais pas si ça vous le fait, mais surtout en liseuse. Alors déjà en livre physique c'est pas folichon, mais en liseuse j'ai tendance à complètement oublier ce que j'ai. Voilà. Et du coup des fois quand je regarde je me dis ah mais au fait j'aimerais bien le lire, hein, ça fait longtemps quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et il s'agit de Shinotori, parce que je vous en parle mais je vous dis même pas ce que c'est, tout va bien. Donc Shinotori, qui est une histoire vraisemblablement d'un homme qui doit être accompagné pour aller en prison et il se retrouve dans un avion, donc menotté puisqu'il est en chemin. Et dans cet avion, ils vont être attaqués par une nuée d'oiseaux et en particulier de corbeaux. Et seule une petite fille va être épargnée. Et apparemment, le but de l'histoire va être de protéger cette fille et d'essayer de comprendre ce qui se passe avec les corbeaux. Voilà. J'en sais pas plus. Apparemment, il est vraiment très bon. Je ne me rappelle pas en avoir entendu parler vraiment dans les réseaux français par contre. Donc je me demande si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me le dire parce que je ne l'ai vraiment pas vu passer celui-là. J'ai également choisi l'affaire Midori de Nishimura. Qui, elle, je l'ai associée à vie, mort, mais j'aurais aussi pu le mettre dans les catégories avec santé mentale, puisqu'apparemment, alors c'est une journaliste qui a écrit ça, c'est une histoire réelle sans lettres, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est très inspirée de faits réels, mais qui a été faite de façon à ce que ça soit une fiction pour diverses raisons qu'on peut imaginer, et qui a été écrit par une journaliste, entre autres, qui s'est beaucoup occupée de tout ce qui s'est passé au moment du tremblement de terre et du tsunami de Fukushima. Dans cette histoire, apparemment, Midori, c'est une femme qui a complètement perdu la boule avec ce qui s'est passé à Fukushima, et qui va, pour sauver ses enfants, les tuer.
Et en fait, c'est toute l'histoire de son procès, mais aussi de cette femme, de ce qui se passe dans sa tête, de qu'est-ce qui fait en fait qu'on finisse avec un état mental tellement perturbé qu'en fait, pour sauver, on finit par faire les pires choses, surtout avec des catastrophes au final qui sont inévitables. Et en même temps, apparemment, la journaliste travaille beaucoup et a soulevé beaucoup de problèmes inhérents à la société japonaise. Alors, forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse, non seulement vis-à-vis de l'événement, mais surtout par rapport à la société japonaise. Et surtout, ça m'intéresse beaucoup, en fait. L'autrice est américaine, en tout cas pas japonaise, mais je pense qu'elle est mariée avec un japonais, d'où le nom, et elle vit au Japon. Donc, elle est journaliste au Japon. Et je trouve ça très intéressant dans ces histoires d'avoir aussi des points de vue autant de japonais que d'étrangers, que sur toutes ces histoires de société japonaise moderne, où au final les points de vue et parfois les biais peuvent complètement changer la vision qu'on en a. Et je pense justement que plus on a un panel étendu, ce qui ne donne de tort ou raison à personne au final, mais plus on a une vision étendue et plus je pense qu'on peut se rapprocher de la vérité en essayant d'être le plus objectif possible parce qu'on comprend chaque partie. Voilà, donc ce livre-là m'intéressait beaucoup. J'ai acheté récemment celui-là, par contre, est-ce que je l'ai vu quelque part? Je ne sais plus. C'est bien possible, voilà. Mais je ne me rappelle pas. Sinon, sous-catégorie suivante, il s'agit de voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et là, j'ai juste gardé poésie parce que j'ai aussi ressorti un livre, encore une fois, qui a fait le tour de Booktube 36 fois, que je dois être la dernière à pas avoir lu, mais que Mladoria m'a rappelé également il n'y a pas si longtemps. Il s'agit de Lait et miel de Rupi Kaur et qui appartient donc à... C'est un recueil de poésie, voilà. Donc je ne sais pas vraiment autour de quoi tournent ces poésies, ça fait longtemps que je veux le lire, j'aime beaucoup la couverture, j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, donc pas besoin de lire de quatrième de couverture, puisque la poésie, je trouve, par contre, n'a pas besoin forcément d'une explication sur ce que c'est. Voilà, il faut y aller directement et ensuite découvrir ses sensations et savoir si oui ou non on a été en phase avec. Alors, la sous-catégorie suivante, il s'agit de la chute de l'or ailé, avec ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescence. Ça fait beaucoup de mots-clés quand même. Alors ici également j'en ai mis deux, avec en premier Silence de Shusaku Endo, que j'ai également, alors celui-là je l'ai commencé, mais que j'ai également commencé quand j'étais à Nagasaki. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais dans la préfecture de Nagasaki, j'ai également visité les îles Goto, qui sont incroyablement belles par ailleurs, et qui sont à 3-4 heures de Nagasaki en bateau, et qui sont des îles surtout qui sont très connues. La préfecture de Nagasaki en règle générale est connue par rapport à son histoire avec le christianisme. Alors, je préfère préciser ça. Et les îles Goto en particulier, puisque c'était là qu'allaient se réfugier beaucoup de chrétiens quand il y a eu des persécutions, en particulier au 16e, 17e siècle, si je me rappelle bien. Je vous redonnerai les dates si besoin, mais il me semble bien que c'était par là où il y a eu effectivement les premières persécutions, en particulier avec des Portugais qui, puisqu'à cette époque-là, c'était les Portugais, les Néerlandais essentiellement qui venaient au Japon, et ce sont les Portugais qui ont essayé d'évangéliser, mais pas que. Et comme ça arrive de temps en temps, quand on vient forcer les gens à penser différemment, des fois ça se passe pas bien, voilà. Et puis là, malheureusement, ça a ouvert la porte à des persécutions qui ont quand même eu de fortes conséquences. Et il y a eu certaines révoltes et certains massacres donc, dans la région de Nagasaki. Et ça ne s'est pas vraiment étendu au-delà dans le Japon, même si de façon ponctuelle un petit peu. Mais vraiment, ça a été très très centré dans cette région-là. D'ailleurs, l'un des prêtres... Désolée, je me rappelle plus bien des degrés du clergé, mais pas un prêtre, un monseigneur, voilà, qui était l'un des principaux justement, qui a créé certaines églises et qui a regroupé, d'ailleurs qu'on peut encore visiter maintenant, était français, était un jésuite français. Et donc ce roman, parce que je ne vais pas trop m'étaler sur l'histoire, puisque je vous en reparlerai avec ce livre, mais ce roman en fait se passe à cette période-là. On va suivre en fait trois religieux qui ont décidé d'aller évangéliser Nagasaki avec la meilleure volonté du monde. Je ne dis pas que les gens qui font ça sont forcément tous mauvais, mais ils y vont avec la meilleure volonté du monde en pensant que cette façon de penser est forcément celle que tout le monde doit adopter. Même si j'ai envie de dire, mais s'il n'adopte pas, qu'est-ce que ça peut te faire? Ceci est un autre problème, mais je trouvais ça intéressant justement de rentrer dans cette histoire, d'essayer de comprendre comment ça s'était passé.
puisque apparemment il y a eu beaucoup de recherches historiques de la part de l'auteur. Je ne sais plus par contre si ces 3 personnages ont existé, je ne crois pas, mais les faits historiques sont là. Voilà, c'est un roman historique. Et donc, ces personnes-là qui vont accoster à Nagasaki, qui vont d'abord essayer d'évangéliser alors que les persécutions ont déjà commencé, ils vont essayer de le faire discrètement. Forcément, ça ne va pas bien se passer. Ils vont devoir aller s'échapper et se cacher dans les îles de Goto. Voilà. Donc, c'était pour ça que j'avais choisi. Et malheureusement, effectivement, le problème aussi, c'est que quand on commence à évangéliser et qu'il y a des gens qui les suivent, ben, quand il y a des persécutions, c'est pas seulement pour les évangélisateurs, c'était dur à dire, mais également pour les gens qui ont décidé de les suivre. Voilà, donc forcément, ben, problème général. Voilà. Sinon, j'ai également choisi Dear Babylon de Safia Sinclair. Alors celui-ci, c'est un livre que j'ai vu passer sur le compte Instagram de Evergreen Mindset, donc de Julien, si vous connaissez, puisqu'il est pas mal aussi sur les chaînes Booktube et les Discord, et qui en a très bien parlé. C'est apparemment un récit autobiographique, donc de l'autrice qui est d'origine jamaïcaine, et qui raconte sa vie et de quelle façon elle a brisé les codes pour elle-même, hein, pas pour sa société malheureusement, mais pour elle-même et pour pouvoir avoir un tant soit peu de liberté dans sa vie avec le patriarcat extrêmement fort qu'il y a en Jamaïque. Voilà. Soyons honnêtes, je ne connais rien de la Jamaïque. Enfin, très peu. Je pense que je connais ce que tout le monde connaît, hein, quand ils vont en vacances, qui montrent quelques photos, et puis, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, rien de très détaillé. Et donc du coup, effectivement, ça m'intéressait beaucoup, puisqu'apparemment, la façon dont il en a parlé, ça avait l'air d'être un livre très prenant, très intéressant. Et si en plus, effectivement, il y a une description sur la société, sur l'histoire un petit peu du pays, sur comment est-ce qu'une femme vit dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc forcément ça ne pouvait que m'attirer, donc j'ai décidé de le mettre là, voilà. Et en dernier, comme ça, sous-catégorie, pardon, nous avons le crépuscule des Cides, avec elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature, et donc là j'ai juste décidé de choisir légende et mythologie, en y mettant l'épopée de Gilgamesh, que j'ai déjà décidé de lire il y a un moment, dont je vous ai déjà parlé. C'est un livre qui est quand même assez court et ça reste le premier livre qui a été écrit, la première histoire écrite, autre que la comptabilité et des listes et des machins. Mais ça a été la première histoire écrite, donc le premier livre de littérature en fait au monde, dans l'histoire de l'humanité. Voilà, et donc je pense que quand on aime les livres, quand on aime l'histoire, quand on aime l'archéologie, c'est quand même un gros essentiel à lire. Voilà. Clairement, il faut que je lise. Il faut que je lise. Voilà, ben écoutez, je pense que ça fait quand même une liste déjà un petit peu longue, hein, comme à chaque fois, il n'y a pas de raison, on ne change pas une équipe qui gagne. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous faites le challenge cette année, si vous le faites pour la énième fois, pour la première fois, ou si vous avez décidé d'arrêter. Et puis, si vous avez des livres que vous avez décidé de lire pour cet automne, n'hésitez pas à m'en parler, éventuellement à me proposer des livres auxquels je ne penserai pas, dans des catégories auxquelles je ne penserai pas. La preuve, là, il y en a pas mal en fait, hein, que j'ai pioché à droite, à gauche. D'autres aussi que j'ai pioché par rapport à mes déplacements et du coup, dont j'ai jamais entendu parler en dehors. Ça ne veut pas dire que ce pas des livres pas connus, mais que je n'ai pas vu sur les réseaux, que je n'ai pas vu sur les booktubes. Et je trouve justement qu'il y a un côté un petit peu rafraîchissant aussi parce que attention, hein, il y a beaucoup de livres par lesquels je suis tentée sur Booktube, c'est bien pour ça que je suis là. Mais ça fait du bien aussi de voir des choses dont on n'a pas trop entendu parler et qu'on se dit, mais ça a l'air vachement sympa. Et justement de se dire, je vais peut-être tomber sur quelque chose de différent, quelque chose qui va me changer justement de ce qui est proposé. Et voilà quoi, donc c'est pour ça surtout n'hésitez pas à me donner des idées. Et puis pour ceux qui sont ici depuis un petit moment, qui me regardent depuis un petit moment, vous savez très bien que sur le coup je vais me le noter, je vais peut-être pas y penser pendant 2-3 ans et puis tout d'un coup je vais le ressortir parce que mes listes, je sais jamais où je les fous, mais elles partent jamais à la poubelle. Voilà, donc un jour ou l'autre, je retombe dessus. C'est comme mes bouquins dans ma liseuse. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures pour ces semaines qui viennent, pour ces jours qui viennent. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!